Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, avant de commencer, moi aussi, je veux saluer les services de la collectivité pour le travail réalisé en général et puis en l'occurrence sur ce rapport d'orientation. C'est votre dernier rapport du mandat, Monsieur le Président, et à sa lecture, on comprend vite qu'il s'agit aussi d'un bilan politique, un bilan très autosatisfait, parfois même triomphaliste, dans la lignée des lettres qu'on peut recevoir dans nos boîtes aux lettres. Mais derrière les superlatifs et les grandes phrases, quelques passages plus nuancés laissent entrevoir une réalité un peu moins flatteuse. Vous reconnaissez d'ailleurs vous-même que le niveau d'endettement reste élevé et que notre agglomération demeure convalescente. C'est le mot juste. Quand vous avez pris vos fonctions, la dette était inférieure à 480 millions d'euros selon les chiffres de la DGFiP. En 2026, vous prévoyez 487 millions, puis 506 millions en 2027 et 524 millions en 2028. Autrement dit, la dette continue de grimper. Au-delà des chiffres que vous donnez d'un robe à l'autre, les grandes tendances depuis le début du mandat nous semblent montrer beaucoup de fragilité. La hausse des recettes de fonctionnement n'a jamais permis d'améliorer l'autofinancement de façon significative en raison de la progression des dépenses de fonctionnement et notamment des charges financières. Les intérêts de la dette augmentent à nouveau à partir de 2022. Si la capacité d'autofinancement brut progresse, la capacité d'autofinancement net stagne, d'où la nécessité, à nouveau, de recourir à l'emprunt pour maintenir le niveau d'investissement. L'agglo est donc dans un cercle vicieux. Elle n'arrive pas à contenir suffisamment ses dépenses de fonctionnement pour accroître l'autofinancement. Et lorsqu'elle y arrive, grâce à la hausse des recettes, l'autofinancement est largement amputé par le remboursement du capital de la dette. L'agglomération doit donc à nouveau emprunter pour investir. Les taux d'intérêt étant élevés, cela provoque, et vous le dites au début du rapport, une hausse des charges financières et donc une moindre augmentation de la capacité d'autofinancement, etc., etc. Et pourtant, les contribuables ont fait leur part d'effort. Sans rentrer dans le jugement sur l'une ou l'autre des taxes, mais pour les entreprises, c'est l'augmentation du versement mobilité. Pour les particuliers, c'est la TOM qui a été relevée en 2021, avant une baisse récente que l'on pourrait qualifier d'opportune et davantage due, en tout cas en grande partie, au travail réalisé par le CITOM. Mais de toute façon, cette baisse sera sans doute vite effacée par la hausse du prix de l'eau et de l'assainissement prévue pour 2026. Ajoutons à cela la taxe GEMAPI, créée dès 2021, qui s'ajoute aux impôts fonciers. Bref, malgré les discours, la pression fiscale globale de l'agglomération a augmenté. Et les propositions gouvernementales que vous intégrez sans les critiquer, au contraire, j'entends que vous les approuvez, auront aussi un impact négatif pour les habitants comme pour les entreprises du territoire, une sorte d'impôt supplémentaire au nom de la participation à l'effort collectif, effort dont vous voulez épargner les plus riches des plus riches. Et malgré tout ça, le problème de la dette de notre agglo, lui, n'est toujours pas résolu. Alors bien sûr, on peut accepter l'endettement quand il sert une vision, quand il finance une transformation utile du territoire. Mais encore faut-il savoir où l'on va. Et c'est bien là que le bât blesse. Beaucoup de projets de nouvelles zones d'activité ont été annoncés, mais peu de résultats concrets à ce jour. Certains projets économiques suscitent déjà des doutes sur leur pertinence. On le sait depuis longtemps pour Magna Porta, parce qu'on voit aujourd'hui que l'on a donc racheté des terres aux agriculteurs pour finalement y installer des agriculteurs. Quelle cohérence, quelle stratégie. Sans doute l'inventaire des ZAE que vous allez nous proposer par la suite dans ce Conseil communautaire aurait été utile dès le début du mandat pour entreprendre des actions cohérentes et immédiates. Sur les mobilités, là encore, on manque de coordination. Peut-on parler sérieusement de plan vélo sans réseau cyclable structuré, sans articulation avec la ville-centre ? Et sur la prévention des inondations, si les réalisations techniques sont importantes et que nous les saluons, où sont les retombées économiques, universitaires, où sont les innovations que nous aurions pu en tirer? On a l'impression d'un empilement d'initiatives, sans vision d'ensemble, sans projet de territoire partagé. Au début du mandat, vous disiez vouloir recentrer l'agglomération sur ses compétences pour redresser la situation financière. Mais au final, ni les finances, ni la cohérence territoriale n'ont vraiment progressé. Après 6 ans,
nous ne savons toujours pas ce qui unit réellement les habitants de la métropole nîmoise. Nous partageons un espace, oui, mais pas encore un projet commun. Et c'est sans doute cela le principal frein à notre développement, l'absence d'une vision collective, fédératrice, capable de donner du sens à notre action. Plusieurs occasions ont été manquées. Le début de mandat, marqué avant tout par une logique comptable. Ensuite, la réécriture d'un projet de territoire sans ambition. Le travail du Conseil de développement, ensuite, abandonné faute de moyens et d'écoute. Aujourd'hui, on ressent même que les liens entre nous, entre les communes, se sont un peu abîmés. On sent une concertation déficiente et une gouvernance qui s'est centralisée. Pour conclure, nous savons tous que rien n'est simple ni immédiat. Mais à l'heure du bilan, il faut savoir regarder les choses en face. Ce rapport est plus un exercice d'autosatisfaction qu'un diagnostic lucide. Notre agglomération mérite mieux, un projet clair, partagé, crédible, qui donne une direction commune à nos communes, à nos habitants, à nos entreprises. C'est cette ambition collective qui doit nous guider, bien plus que les effets d'annonce ou les bilans de fin de mandat. Je vous remercie. Merci, Madame.